Rodrigo Rosenberg savait qu'il était sur le point de mourir. Ce n'était pas qu'il se trouvait au seuil de la vieillesse, il n'avait que 48 ans. Ce n'était pas non plus qu'on lui avait trouvé une maladie mortelle. Cet inconditionnel du vélo jouissait d'une santé parfaite. En fait, Rosenberg, avocat d'affaires extrêmement respecté au Guatemala, était certain qu'on allait l'assassiner. Avant qu'il ne se mette à prédire son propre assassinat au printemps 2009, il n'y avait guère de raison de penser qu'il mourrait d'une mort violente. Rosenberg, qui avait 4 enfants, était un père attentionné. Il dirigeait son propre cabinet, dont les affaires étaient florissantes, et s'était taillé une réputation d'avocat infatigable et charismatique, capable de mener ses auditeurs à son gré. La démarche souple, c'était un bel homme, même si ses cheveux d'un noir luisant s'étaient dégarnis au sommet pour former une couronne impeccable sur les côtés. Les mots étaient sa façon de mettre en ordre le tumulte du monde. Il parlait avec des jaillissements d'éloquence, en jouant de sa voix comme d'un instrument dont il accentuait chaque note en levant et en laissant retomber les mains et les sourcils. Et peu importait que ce soit pour vanter les mérites de la constitution guatémaltèque ou de son groupe favori, Santana. Redoutablement intelligent, il était titulaire d'un master en droit à Harvard et à Cambridge. Rosenberg appartenait par la naissance à l'oligarchie du Guatemala. Le terme oligarchie s'applique toujours à ce pays semi-féodal d'Amérique centrale où plus de la moitié des 14 millions d'habitants, des Mayas pour la plupart, vivent dans une extrême pauvreté. Sa mère était l'héritière d'une petite fortune et son père avait racheté plusieurs sociétés, dont une chaîne de cinéma populaire. Enfant, Rosenberg avait passé des heures assis sur le fauteuil en velours, fasciné par les derniers films américains. Passionné d'automobile, il conduisait une Mercedes et faisait un pèlerinage annuel à Indianapolis pour assister aux courses de Formule 1. Il s'était marié 2 fois, mais vivait désormais en célibataire dans une tour à l'architecture élégante qui dominait Guatemala City. Sa fortune l'autorisait à mener une vie de dilettante, mais les objectifs qu'il se donnait le motivaient et le poussaient comme une idée fixe, selon les mots d'un de ses proches. Lorsqu'il a entamé ses études à Cambridge, il n'avait presque jamais parlé anglais. Rosenberg a donc signalé à ses professeurs qu'il avait récemment subi une opération des cordes vocales et qu'il ne pourrait pas prendre la parole en cours. Entre-temps, il s'est acheté une télévision et s'est mis à regarder les programmes sous-titrés tous les soirs. En 3 mois, il s'exprimait avec assurance. Il n'était pas religieux, mais distinguait toujours rigoureusement le bien du mal et condamnait sévèrement toute infraction, qu'elle ait été commise par d'autres ou par lui-même. Il était encore enfant quand son père avait quitté le foyer, et Rosenberg n'avait jamais pardonné cette trahison. Il a même refusé un héritage que son père lui avait laissé. Un ami intime a fait remarquer qu'il pouvait être brutal s'il pensait qu'on cherchait à lui mettre des bâtons dans les roues. Il était toujours très honnête, trop honnête parfois. Il avait l'habitude de dire des vérités, parfois des vérités qu'on ne devrait pas évoquer. La corruption notoire du système judiciaire du Guatemala n'a pas empêché Rosenberg de se sentir attiré par le droit, sa clarté, son imperturbable sûreté de jugement. Il a plaidé, avec succès, devant la Cour constitutionnelle, équivalent au Guatemala de la Cour suprême des États-Unis, et est devenu, en 1998, le vice-doyen d'une fac de droit renommée. Parallèlement, il a fait office de conseiller auprès de quelques-unes des élites les plus puissantes du Guatemala, les barons du café, les PDG, les fonctionnaires. Et, selon Rosenberg, c'était une affaire impliquant un de ses clients-là, Khalil Moussa, qui avait mis sa propre existence en péril. Moussa était un émigré libanais, passé de la pauvreté à une fortune considérable, et dont l'ascension était liée à la fabrication de textiles et à la production de café. Personnage austère, traditionnaliste et travailleur, Moussa, qui trouvait son inspiration dans les vers de Khalil Gibran, qu'il aimait réciter, suscitait l'admiration. Il faisait partie de ces rares magnats qui refusaient de piller les caisses de l'État ou de distribuer des pots de vin pour décrocher des contrats avantageux.